Ils avaient fini par l'accepter comme une présence habituelle du lieu, une sorte de collègue invisible qui continuait son travail après la mort. Quand je travaillais dans un chenil en montagne, l'hiver avait quelque chose de particulier. Dès 16 ou 17 heures, la nuit tombait d'un seul coup, et à 17 heures il faisait déjà complètement noir. Je restais souvent un peu plus tard dans le petit bureau, terminant de la paperasse, pendant que tout le monde était déjà parti. Ce bâtiment où je me trouvais était un peu à l'écart, séparé du bâtiment principal et du parking. Autant dire qu'à cette heure-là, j'étais totalement seul. Les chiens, après une journée bien remplie, dormaient profondément dans leur box. C'était un de ces moments où l'endroit devenait étrangement silencieux, tellement silencieux qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber au sol. Et c'est précisément dans ces instants de calme absolu que cela arrivait. Je percevais des bruits de pas. Pas de simples craquements de bois ou des grincements du haut bâtiment, mais de vrais pas lourds, lents, réguliers, comme si quelqu'un avançait sciemment dans le couloir. Le son était si clair que, plus d'une fois, je m'étais levé, j'avais quitté le bureau et j'étais allé sur le plancher principal, prêt à dire à un visiteur égaré que nous étions fermés. Mais à chaque fois, il n'y avait absolument personne. Ces bruits se répétaient, encore et encore, assez longtemps pour me glacer le sang. Ce qui me troublait le plus, c'est que les chiens ne réagissaient pas. J'avais même pris l'habitude d'aller vérifier s'ils ne faisaient pas eux-mêmes le bruit, mais je les trouvais toujours profondément endormis, paisibles, indifférents à ce qui se passait. Et c'était justement ce silence animal, cette absence totale de réaction de la part des chiens, qui rendait le phénomène encore plus angoissant. Comme si, dans ce bâtiment isolé, j'étais le seul à entendre quelqu'un marcher, lentement, dans la nuit. J'avais l'habitude de travailler comme guide de chasse à l'alligator pour des chasseurs de trophées pendant mes étés, au sud de la Nouvelle-Orléans. Passer mes journées entières, du lever au coucher du soleil, au cœur des marécages m'a fait voir des choses étranges et parfois inquiétantes. La première qui me revient à l'esprit, c'est lorsque j'ai aperçu ce que mon partenaire de chasse appelait le loup-garou. Pour ma part, j'aurais plutôt parlé d'un chupacabra, mais c'est sans doute parce que je viens du sud-ouest et non du sud. Nous avancions dans une zone profonde du marais à la recherche de signes indiquant la présence d'un gros alligator. Les berges étaient proches des deux côtés de la barque et il y avait à peine assez d'eau pour progresser. Mais ces bateaux de boue sont impressionnants, ils peuvent presque naviguer sur la terre ferme, alors nous avons continué. Soudain, j'ai aperçu un éclair gris entre les arbres, du coin de l'œil. Cela m'a mis mal à l'aise. Les cerfs des marais sont petits et peureux. Peu de mammifères s'aventurent dans la végétation dense, la boue jusqu'aux genoux et les alligators tapis sous l'eau. J'ai tapoté l'épaule de mon partenaire pour attirer son attention malgré le bruit du moteur et j'ai pointé du doigt la direction où j'avais vu ce mouvement. Il a coupé le moteur et m'a demandé si c'était une glissade d'alligator. J'ai secoué la tête et répondu que je n'avais aucune idée de ce que c'était mais que j'avais bel et bien vu quelque chose. Alors que nous scrutions les environs, la créature est sortie des arbres. Elle était grande, marchait à quatre pattes, avec une peau grise et tachetée. Ses mouvements étaient saccadés, maladroits. Son visage avait quelque chose de canin et quand elle a croisé mon regard, j'ai senti mon estomac se retourner. Mon partenaire a aussitôt rallumé le moteur et nous avons reculé aussi vite que possible pour nous éloigner. Mon esprit rationnel me soufflait qu'il s'agissait sûrement d'un pauvre animal atteint de gale, peut-être un coyote gigantesque ou un chien sauvage. Mais mon cerveau primitif hurlait « Monstre ! Fuis ! Ou tu es mort !» J'ai une maison perdue au milieu de nulle part, que je n'ai que rarement l'occasion de visiter. Le village voisin compte à peine une trentaine d'habitants, peut-être 40, et chacun vit isolé sur ses propres hectares, loin de tout voisinage immédiat. L'endroit est paisible en apparence, mais l'isolement lui donne parfois une atmosphère étrange. Mes beaux-parents, qui vivent non loin, avaient commencé à remarquer la disparition régulière de leurs poules. 2 ou 3 manquaient tous les 2 jours. Ils pensaient à un renard, une explication banale et logique.
C'est le genre de choses qui arrivent souvent à la campagne. Un soir, ma femme et moi travaillions à réparer une partie de nos clôtures, près de la lisière de notre terrain. La nuit était déjà tombée quand nous avons entendu un son venu de la parcelle voisine, un terrain complètement envahi par la végétation. Là-bas, il est impossible de voir quoi que ce soit ou même de circuler tant les broussailles sont épaisses. Le bruit nous a figés. C'était un grondement, une sorte de vibration sourde qui semblait émaner de partout à la fois. La seule comparaison qui me vient est celle du ronronnement d'un chat, mais pas d'un petit animal de compagnie. Non, c'était le ronronnement démesuré d'un félin gigantesque. Le sol, les buissons, l'air tout entier semblait résonner à l'unisson avec ce son continu, presque hypnotique, mais terrifiant par son intensité. Nous nous sommes regardés sans dire un mot et, sans réfléchir davantage, nous avons battu en retraite vers la maison, accélérant le pas comme si quelque chose pouvait surgir de l'ombre d'une seconde à l'autre. Depuis ce soir-là, nous évitons de sortir la nuit quand nous sommes sur place. Déjà que la présence de vieilles mines abandonnées rend la région dangereuse, ce bruit mystérieux a renforcé notre prudence. Je n'ai jamais revécu ce moment, mais il reste ancré dans ma mémoire. Comme si quelque chose de bien plus grand et inconnu que nous habitait ces bois et ne voulait pas être dérangé. J'ai vu pas mal de choses en travaillant dans des endroits isolés sur la terre ferme et sur des plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique, mais je crois que la plus troublante est celle que je n'ai jamais vue de mes propres yeux, seulement entendue à travers les innombrables histoires racontées par ceux qui ont dû enquêter. Sur une plateforme en mer, un homme a disparu pendant sa ronde nocturne. Après avoir fouillé la structure de fond en comble, on a retrouvé son casque, sa ceinture à outils, ses bottes de travail et toutes ses affaires personnelles soigneusement posées sur la grille près de la rambarde, mais lui avait disparu. Chacun a sa version des faits. Certains disent que c'était peut-être un suicide, parce qu'au fond, vivre sur une structure métallique entourée d'eau pendant des semaines entières finit par peser lourd. D'autres affirment qu'il venait d'apprendre que sa femme le trompait. Certains vont jusqu'à dire que quelqu'un l'aurait poussé à le faire parce qu'il avait une liaison avec leur propre épouse. Le monde pétrolier peut être un endroit sombre, à la fois mentalement et physiquement. Tout ce que je sais, c'est que l'idée de se jeter dans l'abîme noir de l'océan et de se laisser avaler par les vagues me glace le sang. La deuxième histoire se déroule sur une portion morte d'autoroute vers 3 heures du matin. Je rentrais chez moi après une nuit sur les docks et j'étais si épuisé que ça devenait dangereux de conduire. J'étais pour rester éveillé, je me donnais des claques au visage, je sortais la tête par la fenêtre, je faisais tout ce que je pouvais mais rien ne fonctionnait. Vu l'heure et l'endroit, il n'y avait aucun lieu sûr où m'arrêter pour dormir un peu. Dans mon état de somnolence, je me suis dit que puisque je n'avais croisé personne sur la route, je pouvais bien m'arrêter sur le bas-côté pour récupérer. J'ai laissé mon camion tourner avec les phares allumés et j'ai mis mon réveil pour 45 minutes. Sur ce camion, quand on le met en position parking, les portes se déverrouillent automatiquement. Heureusement, juste avant de m'endormir, j'ai eu la présence d'esprit de les reverrouiller, parce qu'une dizaine de minutes avant la sonnerie, je me suis réveillé en sursaut en entendant la poignée de la porte arrière passager qu'on tirait violemment. Tout le camion tremblait. Autant dire que j'étais réveillé d'un coup, l'adrénaline à bloc. Je me souviens seulement d'avoir passé la vitesse et fait le meilleur dérapage que ce camion ait jamais connu, envoyant des cailloux et de la fumée sur celui qui était derrière moi. Le reste du trajet, je n'ai cessé de zigzaguer de gauche à droite pour être sûr que si quelqu'un s'était caché dans la benne, je finirais par le faire tomber. Le plus effrayant dans cette histoire, c'est que je n'ai aucune preuve que ça ait vraiment eu lieu. À ce moment-là, j'étais éveillé depuis plus de 24 heures. Mais j'ai aussi entendu dire que d'autres avaient vécu des incidents similaires sur ce tronçon de route. Appelez ça un fantôme, un rêve ou des gamins qui font des blagues aux pauvres automobilistes de passage, tout ce que je sais, c'est que je ne m'endormirai plus jamais sur le bas-côté d'une route. J'ai travaillé un temps comme planteur d'arbres et j'ai passé des milliers d'heures au cœur des forêts profondes. Ce sont des lieux où l'on apprend rapidement à rester humble. Pour être honnête, il n'y a rien de véritablement effrayant dans les bois en eux-mêmes. Les seules choses qui peuvent troubler sont les carcasses d'animaux rencontrés par hasard et les sons parfois inquiétants des bêtes sauvages.
Pourtant, je soutiendrai toujours que la forêt est vivante, qu'elle a une présence, une volonté presque palpable. On doit la respecter, parce que là-bas, ce n'est pas l'homme qui impose ses règles. On se trouve sur le territoire de la nature, et c'est elle qui décide. Si on manque de prudence, si on se comporte avec arrogance, la forêt se charge de vous le rappeler. Et elle peut être impitoyable. Il est si facile de perdre ses repères, de s'égarer en quelques minutes à peine dès qu'on s'écarte du sentier. Sans boussole, l'orientation devient un piège invisible, les arbres se ressemblent tous, et l'on finit par tourner en rond sans même s'en rendre compte. Et ce n'est pas seulement la désorientation. La forêt peut manifester toutes sortes de dangers pour qui n'y est pas préparé. Les pentes glissantes, les branches qui cèdent, les rivières qui gonflent soudainement, les pierres instables sous vos pas. Chaque détail anodin peut devenir une menace. Elle ne cherche pas à vous tuer, mais elle ne fera rien pour vous épargner non plus. Elle vous rappellera que votre présence n'est qu'une tolérance fragile. Quand on plante des arbres, on vit chaque jour avec cette réalité. On apprend à marcher doucement, à écouter, à observer les signes, à accepter que la forêt est maîtresse des lieux. C'est cette attitude de respect qui permet d'y travailler longtemps. Car si vous la provoquez, si vous croyez pouvoir l'ignorer, alors la forêt se retournera contre vous. Mon ancien partenaire était photographe amateur spécialisé en archéologie industrielle, alors nous partions souvent en randonnée vers des lieux semi-isolés pour explorer des usines, moulins ou entrepôts abandonnés. Étant loin de toute civilisation, ces endroits étaient presque toujours complètement vides. Dans ceux situés près de villes, on tombait parfois sur des seringues ou des détritus, et une fois sur une personne sans abri qui y vivait, mais jamais sur rien de dangereux ou d'effrayant. Sauf une fois. Il s'agissait d'une énorme papeterie construite au-dessus d'un ancien cours d'eau asséché, assez profondément enfoui dans la montagne, à environ 2 heures de marche du village le plus proche. Le bâtiment principal tenait encore debout et l'ensemble était en relativement bon état, mais clairement abandonné. Nous étions là depuis moins d'une demi-heure, en train de prendre des photos, et l'endroit avait 2 sorties. L'entrée principale, par laquelle nous étions arrivés, et une autre porte à moitié effondrée qui menait plus loin dans l'usine. Nous nous apprêtions à avancer quand nous avons entendu ce qui ressemblait à des chiens grognant et aboyant avec agressivité. Nous avons pensé qu'il s'agissait sans doute d'un autre groupe de randonneurs avec leurs chiens qui passaient par là. Nous sommes restés à l'intérieur et, après quelques minutes, les grognements ont cessé. Nous avons repris nos photos, notamment d'un tas de débris en forme de pyramide, quand les grognements ont repris, mais cette fois beaucoup plus proches. J'ai commencé à paniquer, craignant que ce ne soient des chiens enragés, et nous n'avions rien pour nous défendre. Nous avons tenté de deviner d'où provenaient les sons et de nous diriger dans la direction opposée, quand soudain les grognements se sont changés en hurlements qui s'approchaient rapidement. À ce moment-là, nous étions vraiment terrorisés et nous avons couru vers la sortie principale. C'est alors qu'un homme gigantesque, couvert de haillons, a surgi par l'autre entrée en criant et hurlant dans une langue qui n'était clairement pas la nôtre. Nous avons détalé comme des fous, filé jusqu'au sentier et couru pendant 5 bonnes minutes avant que je doive m'arrêter pour reprendre mon souffle. Nous étions terrifiés, mais l'homme ne nous avait pas suivis et semblait n'avoir eu aucun intérêt à nous poursuivre, mis à part nous faire déguerpir. Malgré tout, nous avons fait les 2 heures de randonnée retour en un peu plus d'1 heure, poussés par la peur. Avec le recul, c'était sans doute seulement un sans-abri ou un toxicomane qui voulait qu'on le laisse tranquille avec ses chiens, et la langue qu'il a criée pouvait être un dialecte. Mais le fait que nous n'ayons trouvé aucun signe de vie, pas de détritus, pas de vêtements ni de nourriture, ajouté à ces chiens fantômes et à l'isolement extrême du lieu, a laissé en moi une impression extrêmement inquiétante de toute cette rencontre. Une nuit d'hiver, je roulais sur une route de campagne isolée alors qu'il neigeait fort. La tempête s'intensifiait et les flocons s'écrasaient sur le pare-brise, réduisant ma visibilité à quelques mètres. Ma mère m'a appelé au téléphone pour me dire de rentrer au plus vite, car une grosse tempête de neige s'annonçait et que les routes allaient rapidement devenir impraticables. Je me suis dit qu'elle avait raison, qu'il valait mieux ne pas traîner. Arrivé à une intersection hantée, j'ai ralenti pour prendre le virage. C'est alors que mes phares ont éclairé une silhouette immobile,
planté en plein milieu de la route. La personne portait simplement un léger sweat à capuche, pas de manteau, rien d'adapté à un tel froid. L'endroit était complètement désert, aucune maison dans un rayon d'au moins 1 kilomètre. Je n'arrivais pas à comprendre ce que quelqu'un pouvait faire là, seul, en pleine nuit, au milieu d'un blizzard. Pris de panique, j'ai braqué pour l'éviter. Au moment de passer à sa hauteur, la silhouette n'a pas bougé d'1 centimètre. Elle a simplement tourné la tête et a fixé ma fenêtre. Le visage était trop sombre pour être distingué, mais la sensation de ce regard, glacial et direct, m'a marqué comme une brûlure. Je suis rentré chez moi sans m'arrêter, le cœur battant, en jetant des coups d'œil nerveux dans le rétroviseur. Peu après mon arrivée, la neige a cessé de tomber, comme si la tempête s'était dissipée d'un seul coup. Le lendemain, poussé par la curiosité et par ce besoin de me rassurer, je suis retourné sur place pour voir si je pouvais trouver des traces. La neige couvrait encore la route, et je distinguais parfaitement les marques de pneus laissées par ma voiture. Mais il n'y avait aucune empreinte de pas. Pas une trace à gauche ni à droite, rien au milieu non plus. Peut-être que c'était seulement un fou qui s'était aventuré dehors pour une randonnée nocturne, même si ça paraît improbable. Pourtant, chaque fois que je repense à ce regard et à l'absence totale de traces, je me dis que je n'aurai jamais vraiment d'explication. Et c'est précisément ça qui rend ce souvenir aussi dérangeant. Pendant mes années d'université, qui se trouvaient loin des grandes villes, nous étions entourés de forêts. Il y avait un sentier très réputé, le Loyal Sock Trail, situé à environ 1 heure de route de l'université. J'ai invité un ami à m'accompagner, car il n'avait jamais fait de longues randonnées avec sac à dos. Le sentier fait plus de 80 km et nous avions prévu de le parcourir pendant le long week-end de 4 jours. Je suis Eagle Scout, j'ai passé d'innombrables heures en forêt et j'ai fait régulièrement des randonnées de ce type durant mes années d'études. Comme beaucoup l'ont déjà dit avant moi, on s'habitue aux petits phénomènes inquiétants, les hurlements de coyotes, les ratons laveurs qui rôdent la nuit, voire des bruits inexpliqués. Mais la chose la plus effrayante que l'on peut rencontrer en forêt, ce sont les gens. Nous avions parcouru environ 30 km du sentier. En Pennsylvanie, la végétation et les arbres bordent les chemins de façon dense. J'ai toujours l'habitude de m'installer à une centaine de mètres du sentier afin de réduire les chances de déranger ou d'être dérangé, surtout le matin quand je dors un peu plus longtemps. En suivant cette stratégie, mon ami et moi avions trouvé un superbe emplacement, assez éloigné pour qu'on ne puisse même pas voir la lumière de nos lampes depuis le sentier. Cet endroit se trouvait sur une petite presqu'île où un ruisseau rejoignait une rivière, ce qui signifiait qu'il n'y avait qu'une seule entrée et une seule sortie de notre campement. Nous avons allumé un feu, préparé notre repas et bu un peu, mais pas assez pour être ivres. Vers minuit, nous avons éteint le feu et sommes allés chacun dans notre tente. Tout était calme. C'était le semestre d'automne, les feuilles couvraient le sol, la lune brillait à travers les arbres nus et l'air était frais. Le seul bruit que j'entendais était celui de mon ami se tournant dans son sommeil. Puis, j'ai entendu des voix. Elles semblaient bien trop proches pour provenir du sentier situé à plus de 100 mètres. J'ai regardé ma montre, 3 heures du matin. Qui peut bien randonner à 3 heures du matin, en étant déjà à 30 km du point de départ? J'ai lentement quitté mon sac de couchage, ouvert doucement ma tente et aperçu mon ami qui faisait exactement la même chose. Il a immédiatement porté son doigt à ses lèvres pour me faire signe de me taire, puis a agité sa main en direction du sentier. C'est alors que nous les avons vus. 4 adultes, 3 hommes et une femme, qui marchaient directement vers notre campement. Aucune lumière pour éclairer leur chemin. Ils avançaient désormais en silence. Un seul d'entre eux portait un sac à dos, ce qui est impensable pour un tel itinéraire alors qu'il n'en était qu'au premier tiers. Pour ce genre de longue marche, il faut du matériel pour couper du bois et alimenter le feu. Moi, je n'avais qu'un couteau de survie. Je l'ai saisi, persuadé que c'était ma seule façon de me défendre, bien que je sache qu'un couteau n'offrait pratiquement aucune protection. Ces gens sont entrés dans notre campement, se sont assis près du foyer éteint et sont restés là, sans rien dire, pendant ce qui m'a paru une éternité. Mon ami a fini par leur demander ce qu'ils faisaient sur notre campement. Sans répondre à la question, ils ont demandé si nous avions de la nourriture.
Comme nous avions voyagé léger, il nous restait seulement quelques repas lyophilisés de type MRE. J'en ai pris un dans mon sac et l'ai lancé à l'un des hommes. Rapidement, j'ai enchaîné en leur demandant pourquoi ils n'utilisaient pas de lumière, s'ils avaient besoin d'aide pour retrouver le sentier et pourquoi ils marchaient si tard. Ils ont répondu, « Nous n'utilisons pas de lumière. Nous savons où est le sentier. Il vaut mieux marcher la nuit. » À ce moment-là, nous étions profondément mal à l'aise. Mon ami leur a demandé de partir. Ils ont répliqué en proposant d'allumer le feu et de passer un moment avec nous. Nous avons refusé. Ils ont alors pris leur sac, se sont levés et sont repartis sans ajouter un mot. Nous les avons regardés s'éloigner, puis avons fait des tours de garde pour nous assurer qu'ils ne revenaient pas. Inutile de dire que nous avons très peu dormi cette nuit-là. Ce n'est qu'au lever du soleil que nous avons enfin pu dormir réellement. Lorsque nous nous sommes réveillés dans l'après-midi, tout cela ressemblait à un étrange rêve. La seule preuve tangible était une casquette en laine qu'ils avaient dû faire tomber et que je possède encore aujourd'hui. Je n'ai jamais revécu une expérience aussi étrange ou inquiétante en forêt et j'espère que cela ne se reproduira jamais. En 8 ans, je ne suis jamais retourné sur le Loyal Sock Trail. Quand j'étais au lycée, j'ai travaillé 2 étés de suite dans un camp de scouts comme petit boulot saisonnier. Parmi les activités proposées, il y avait l'épreuve de survie en milieu sauvage, indispensable pour décrocher l'insigne correspondant. Les jeunes devaient apprendre à construire des abris et à passer une nuit en forêt. Avant que je fasse partie de l'équipe du camp, la tradition voulait que les groupes partent à une 12aine de miles à l'intérieur des bois, dans un endroit surnommé Shelby Dream. Dès que j'ai entendu ce nom, on m'a raconté les histoires qui circulaient à son sujet. Des scouts affirmaient s'être réveillés en pleine nuit en hurlant, disant avoir vu des fantômes foncer droit sur eux, ou encore avoir eu la sensation d'être suspendus aux arbres comme des pendus. La plupart du temps, les encadrants les traitaient de fous ou de simples gamins impressionnables. Pourtant, au fil des années, des événements plus troublants sont venus alimenter la légende. Certains membres du personnel se réveillaient avec des griffures et des entailles sur le corps, sans explication plausible. On disait que l'endroit était marqué par une tragédie datant de la guerre de Sécession. D'après le récit, un groupe de soldats sudistes y aurait été exécuté en masse. Leur capitaine avait été pendu avec ses hommes. Sa fille, Shelby, aurait découvert la scène macabre en revenant les chercher. On racontait qu'elle errait encore là, incapable d'accepter la mort de son père et des soldats. À cause de tout cela, les responsables avaient fini par interdire d'envoyer les scouts dans ce lieu pour leurs épreuves. Mais, évidemment, l'interdit n'a fait qu'attiser notre curiosité. Une nuit, mes camarades de cabane et moi avons décidé d'y aller en cachette. La marche dans la forêt était déjà lourde d'appréhension, chaque craquement de branches nous faisait sursauter. Plus nous approchions, plus le silence devenait étrange. Nous avons entendu des voix, des sanglots étouffés, puis des cris qui semblaient résonner entre les troncs sans jamais révéler d'origine claire. Arrivés à un petit pont de bois, nous avons remarqué quelque chose de glaçant. De l'autre côté, il n'y avait plus un bruit. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas même le froissement d'une feuille sous le vent. La nature s'arrêtait brutalement, comme si ce morceau de forêt n'appartenait plus au monde vivant. Nous sommes restés là quelques instants, figés, chacun luttant contre l'envie de courir. L'atmosphère était tellement oppressante qu'on avait la sensation d'être observés, encerclés. Finalement, nous avons fait demi-tour, sans jamais oser nous enfoncer davantage. Encore aujourd'hui, je crois que c'est l'un des endroits les plus terrifiants que j'ai traversés, et je comprends pourquoi personne n'y envoie plus les scouts. Je travaillais autrefois sur un navire et nous partions généralement entre 3 et 10 mois d'affilée. Je faisais le quart de nuit, ce qui signifiait que je dormais dans le dortoir pendant la journée, seul ou avec une poignée d'autres marins, alors qu'habituellement nous étions une vingtaine ou une trentaine dans la même pièce. Ce n'était pas si mal, en fait j'aimais beaucoup, parce que c'était bien plus paisible de dormir le jour. On n'entendait ni ronflement, ni pas de quelqu'un qui allait aux toilettes, rien de ce genre. Seulement les légers grincements des cloisons et du plancher du navire, et le roulis qui faisait osciller le lit. Un peu inquiétant si on y pensait vraiment, mais moi j'aimais ça.
Tout a changé quand, pendant une courte période, nous n'étions littéralement que 2 dans la pièce. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai commencé à entendre de petits tapotements de l'autre côté de la chambre. Au début, ce n'étaient que des bruits légers, puis ça s'accélérait parfois et devenait plus fort. J'aurais pu les ignorer si ce n'était pas aussi agaçant. J'ai jeté un coup d'œil à mon camarade qui dormait et il semblait profondément endormi, accompagné de ses légers ronflements. Le deuxième jour, c'est reparti. J'ai essayé de suivre le son mais, pour une raison étrange, il résonnait dans la pièce comme un écho. Finalement, il s'arrêtait net. J'ai tenté de me rendormir. Plus tard, pendant mon service, j'ai posé la question à mon collègue, mais il m'a répondu qu'il était trop fatigué pour avoir remarqué quoi que ce soit. J'ai donc compris que j'étais seul dans cette affaire. Le troisième jour, j'ai poussé un peu plus loin mon enquête en décidant de ne pas m'endormir tout de suite. Je voulais rester éveillé au moment où ça commençait, afin d'avoir une meilleure chance de découvrir l'origine du bruit. Et effectivement, ça a recommencé. Cette fois, je suis allé d'une couchette vide à une autre, jusqu'à ce que le bruit devienne incroyablement fort, comme si ça tapait de toutes ses forces. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai tiré un rideau d'un geste brusque. Là, étendu, se trouvait le plus grand type que j'ai jamais vu sur le navire, en plein milieu d'une masturbation. J'avais préparé dans ma tête un discours bien rodé pour exprimer ma frustration après plusieurs jours d'insomnie, mais à cet instant précis, je n'ai rien trouvé à dire. Évidemment, un petit cri m'a échappé, ce qui n'a rien arrangé. Jamais je n'aurais imaginé croiser le regard d'un autre homme dans une telle situation. Face à ce moment surréaliste, j'ai essayé d'exprimer mon agacement, mais ça a plutôt sonné comme des excuses, suivies de cette phrase « J'entends des bruits de tapotement ». Il n'avait encore rien dit, mais c'est à cet instant que j'ai compris que son coude, celui du bras qui s'activait, reposait contre la cloison, produisant ainsi le bruit incessant. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai simplement hoché la tête, roulé des yeux et je suis parti. Depuis, ce n'est jamais facile d'éviter un gars aussi imposant que lui dans le même dortoir. Je suis archéologue et, lors d'une mission, nous avions découvert un petit cimetière rural situé sur un terrain du service des forêts, dans les contreforts montagneux du Nevada. L'endroit était isolé, silencieux, à peine marqué par quelques pierres et croix usées. En commençant à relever les caractéristiques du site, nous avons remarqué des petites figurines en porcelaine posées sur certaines tombes, de petits anges au visage figé. Ce détail nous a tout de suite interpellés, cela signifiait que les sépultures n'étaient pas si anciennes qu'on aurait pu le croire, ou du moins qu'elles étaient encore visitées et entretenues par quelqu'un. Le soleil déclinait rapidement derrière les collines, faute de lumière suffisante, nous avons décidé de suspendre le travail. Nous sommes rentrés au campement pour reprendre l'étude le lundi suivant. Rien de particulier ne laissait présager ce qui nous attendait. Lorsque nous sommes revenus sur le site, la scène avait changé. Chaque figurine d'ange avait été recouverte, de manière systématique, par de vieilles blouses de vaches séchées. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas non plus une coïncidence. Quelqu'un avait voulu les cacher, volontairement, et le message était clair. Cela voulait dire deux choses. Premièrement, des gens nous avaient observés la première fois, à notre insu, probablement depuis la lisière des arbres ou les hauteurs. Deuxièmement, ils ne voulaient pas que nous soyons là. Un malaise profond s'est installé dans l'équipe. L'idée que des inconnus suivaient nos mouvements dans cet endroit reculé rendait l'air lourd, chaque craquement de branches devenait suspect. Nous avons immédiatement contacté l'archéologue du service des forêts qui supervisait la mission. Sa réponse a été brève, presque sèche. Terminez vos relevés et partez le plus vite possible. Pas d'explication, pas de détails, seulement cette injonction pressante. Nous avons obéi, mais chacun de nous savait que ce cimetière n'était pas simplement un site oublié. Il appartenait encore à quelqu'un, ou à un groupe, qui le protégeait à sa manière, et qui tenait à nous le rappeler. J'étais dans le sud-est de l'Alaska pendant une quinzaine de jours, il y a quelques étés. Nous venions de finir le dîner, nous avions lavé casseroles et poêles,
puis chacun était allé se coucher dans sa tente, installée entre les arbres au bord du rivage où nous avions choisi de nous arrêter pour la nuit. L'endroit n'était pas idéal. La marée devait monter assez haut cette nuit-là et il ne resterait que quelques pieds avant que l'eau ne vienne lécher les toiles de tente. Mais nous n'y avions pas prêté plus d'attention que ça, car il avait plu et soufflé toute la journée, et le kayak n'avait pas été très agréable. Nous avions besoin de nous arrêter. Environ 45 minutes après que nous nous étions souhaité bonne nuit, j'ai entendu des clapotis dans la zone de marée, à une vingtaine de pieds de ma tente. Je n'y ai pas trop pensé, car cela m'était déjà arrivé en Alaska que la mer monte jusqu'à quelques pas seulement de mon abri. Pourtant, au fond de moi, j'étais terrifié. Notre campement n'était pas du tout pratique si nous devions fuir en pleine nuit. Nous étions au pied d'une colline relativement raide, couverte d'aulnes et rendue glissante par la pluie. À gauche, à une vingtaine de mètres, se trouvait un éperon rocheux s'avançant dans l'eau, haut d'environ 6 mètres et impossible à escalader. Si, par exemple, un grizzly décidait de longer la plage depuis la droite, et il y en avait beaucoup à cette période de l'été, nous en avions vu 4 ou 5 ce jour-là même, il nous bloquerait toute issue. Comme si on rebouchait une bouteille de vin avec son bouchon. Bref, pas beaucoup de possibilités d'évasion. Au bout d'un quart d'heure de ces bruits d'eau, j'ai essayé de me raisonner pour réussir à dormir. Mais c'est alors que j'ai entendu autre chose. Un gargouillement aigu a brisé le silence relatif de la nuit. Cela ressemblait à 2 chats en train de se battre, mais chaque fois que l'un miaulait, l'autre semblait lui enfoncer la tête sous l'eau. Ce vacarme a duré une bonne vingtaine de minutes. Puis le calme est revenu. C'est alors qu'une voix, depuis l'autre tente, a dit « C'est bizarre », non, visiblement pour minimiser l'incident. Terrifié, je me suis contenté de répondre « Ouais, je vais dormir ». Un quart d'heure plus tard, le même gargouillement a repris, mais bien plus proche cette fois. Les sons étaient plus graves, plus gutturaux. Cela donnait l'impression qu'un vieil homme se battait avec un chat et, à chaque cri, l'un ou l'autre était replongé sous l'eau. Les éclaboussures s'intensifiaient et semblaient venir d'axes en grave peine quelques centimètres de ma tente. La peur m'a vidé de toute énergie, au point que je me suis finalement endormi. Je me souviens seulement que je n'ai pas bougé d'1 millimètre, au point que mes muscles me faisaient souffrir. Toute la nuit, j'ai senti les battements de mon cœur dans ma gorge. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés, nous avons pris le petit déjeuner, démonté les tentes et repris la route. Nous n'avons plus jamais entendu ce bruit. Quelques semaines plus tard, en cherchant des explications, j'ai fini par me convaincre qu'il ne s'agissait probablement que de loutres de mer en train de se battre dans la zone intertidale. Mais sur le moment, c'était terrifiant. Je travaillais dans un restaurant situé juste à côté d'un grand parc boisé à la campagne. À cette époque, j'habitais de l'autre côté du bois et, d'ordinaire, je faisais le détour en voiture pour aller travailler. Mais un jour, j'ai eu des problèmes mécaniques et j'ai dû y aller à pied. Traverser le bois ne prend qu'une vingtaine de minutes, alors que contourner par la route m'aurait pris près d'1 heure. J'ai donc choisi le chemin le plus court. L'aller s'est fait sans encombre et j'ai enchaîné ma journée de travail comme d'habitude. J'ai terminé mon service un peu avant minuit. Mon idée première était de rentrer par la route, plus longue mais plus sûre. Pourtant, une collègue, qui habitait non loin de chez moi, m'a dit qu'elle allait passer par le bois parce que c'était plus rapide. J'ai hésité une seconde puis je me suis dit que ça ne pouvait pas être si terrible, surtout accompagné, alors je l'ai suivi. Nous nous sommes enfoncés dans les arbres. L'ambiance était étrange, mais la pleine lune nous éclairait suffisamment pour avancer sans lampe. Le silence était seulement brisé par le bruit de nos pas dans les feuilles mortes. Alors que nous progressions, ma montre a sonné pile à minuit. Ma collègue a jeté un petit sourire et a lancé un joyeux « Bon Halloween ». C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé l'absurdité de la situation. J'étais en train de traverser un bois, en pleine nuit, à Halloween, sous une pleine lune. Exactement le genre de décor qui, dans les films, annonce une catastrophe sanglante. D'habitude, quand je regarde ces scènes, je me moque toujours en me disant que jamais personne de sensé ne ferait ça dans la vraie vie. Et pourtant, j'étais là, en train de le faire. Bien sûr, rien de terrible n'est arrivé.
Mais je peux t'assurer que je n'ai jamais marché aussi vite de toute ma vie. Chaque craquement de branches derrière nous sonnait comme une menace, chaque souffle du vent donnait l'impression qu'on était suivi. Quand enfin la lisière du bois est apparue, j'ai ressenti un soulagement que je n'oublierai jamais. Pendant que je vivais dans une région rurale en Australie, je suis allé avec des amis à un trou d'eau pour nager. Il fallait marcher environ 20 minutes sur un sentier de forêt tropicale depuis la route pour y accéder. Il n'y avait aucune autre voiture garée près du sentier quand nous sommes arrivés et nous n'avons croisé absolument personne pendant tout le temps où nous nagions. Nous y étions en fin d'après-midi et le soleil commençait à se coucher, alors nous avons pris le chemin du retour vers la voiture. Il faisait nuit quand nous sommes arrivés à la route et nous utilisions nos téléphones comme lampe de poche. Juste à côté de notre voiture se trouvait un vieux camping-car. Les lumières étaient éteintes et la porte latérale grande ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Nous ne voyions personne aux alentours, ce qui nous a un peu effrayés. Nous sommes rapidement montés dans notre voiture et avons pris la route. Un peu plus loin, nous avons vu des phares derrière nous. Comme la route se terminait au trou d'eau, cela ne pouvait être que le camping-car qui nous suivait. Heureusement, les phares ont bifurqué dans une petite route avant que nous n'atteignions l'autoroute et nous ne les avons plus revus. En rentrant, nous avions quand même envie de vérifier le coffre de la voiture. Mon cousin travaillait comme plongeur-soudeur en haute mer, sur les plateformes pétrolières du golfe du Mexique. C'était un métier dangereux, exigeant, et surtout marqué par des conditions extrêmes. Lorsqu'il descendait la nuit ou qu'il travaillait à de grandes profondeurs, l'obscurité était totale. Pas une lueur, pas même le reflet d'un rayon de lumière, seulement le noir complet, épais, qui engloutissait tout. Rien que cette absence de visibilité suffisait à rendre l'expérience oppressante, comme si l'océan effaçait toute notion de haut, de bas et de distance. Mais ce n'était pas seulement le noir qui le troublait. Parfois, alors qu'il travaillait sur une structure, il sentait soudain une puissante spirale d'eau le frapper, comme si quelque chose d'énorme venait de passer tout près de lui. Ce n'était pas un simple courant, c'était un mouvement brusque et ciblé, impossible à anticiper. Dans ces moments-là, son cœur battait si fort qu'il croyait l'entendre résonner dans son casque. Et puis il y avait le pire. De temps en temps, une présence invisible semblait frôler sa jambe. Un contact furtif, parfois un léger coup de museau ou une pression contre son équipement. Dans ces instants suspendus, son imagination s'emballait immédiatement, toujours dans la direction la plus inquiétante. Il savait qu'au fond de ces eaux vivaient des créatures gigantesques, mais ne pas savoir ce qui effleurait sa peau, dans ce noir sans fond, c'était pire que de le voir clairement. Chaque fois que cela arrivait, il en ressortait glacé, le souffle court, incapable de se débarrasser de cette sensation de vulnérabilité. La mer avait beau être son lieu de travail, elle restait un univers étranger, mystérieux et parfois terrifiant, où l'homme n'était qu'un invité éphémère toléré par ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Même si ce n'est pas vraiment du travail, je pars chasser un peu au nord du Canada. Là où je chasse le cerf, il y a beaucoup de loups, d'ours et autres animaux de ce genre, alors je loge dans une cabane. On n'est pas constamment sur ses gardes, mais il vaut mieux toujours emporter un fusil avec soi, même si on ne prévoit pas de tirer. Il devait être environ 5 heures du matin et je roulais sur mon quad dans un froid glacial pour rejoindre mon mirador avant l'aube. Je jure avoir entendu des bruits de branches brisées dans les buissons, mais je me suis dit que ce n'était probablement que la glace qui craquait à cause de la neige tombée la nuit précédente. C'était quand même assez inquiétant. J'ai fini par atteindre mon mirador, j'ai grimpé et je me suis installé pour la matinée. J'avais une belle vue sur un champ déboisé avec, à l'autre bout, une vieille cabane brûlée. Le soleil se levait derrière moi et la forêt était incroyablement calme, seulement interrompue de temps à autre par une branche qui tombait. La journée s'est écoulée sans que je ne tire une seule balle. En redescendant de mon mirador, j'ai pensé que je devrais peut-être aller jeter un œil à la cabane brûlée. Je ne l'avais jamais explorée et la voir sous les yeux toute la journée m'avait rendu trop curieux. Comme il n'y avait évidemment aucun sentier, j'y suis allé à pied, fusil déchargé. Après une dizaine de minutes de marche,
je suis arrivé à proximité et j'ai vu du vieux matériel agricole. Ça avait du sens, le champ au milieu de la forêt devait sans doute être l'œuvre d'un fermier qui voulait y travailler. J'ai approché l'entrée de la cabane, n'entendant que le craquement de la neige sous mes bottes. La porte avait survécu à ce qui s'était passé et j'ai glissé doucement à l'intérieur, en faisant attention à ne rien toucher. Mais sous mes pieds, le craquement n'était pas celui de la neige. C'était un crâne de taureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y en avait d'autres, ainsi que des pattes. Une quantité absurde. Il y avait une teinte rouge dans la neige sous l'un d'eux, encore recouvert de chair. À ce moment-là, j'ai dit stop et j'ai couru à travers le champ sans jamais me retourner. Pourquoi quelqu'un rassemblait-il tout ça au milieu de la forêt? Je n'en ai aucune idée et je préfère ne pas y penser. L'année suivante, j'ai déplacé mon Mirador et je n'ai jamais voulu remettre les pieds là-bas. La forêt réserve parfois des choses étranges. J'ai travaillé un temps pour une société d'informatique dans l'industrie du jeu vidéo. Les bureaux étaient installés au milieu de nulle part, entourés uniquement de champs et de forêts. Le cadre avait quelque chose de paisible en apparence, mais il suffisait parfois d'un détail pour briser cette tranquillité. Un jour, une collègue de l'équipe de développement était revenue d'une promenade en forêt, complètement bouleversée. On voyait bien à son visage que quelque chose n'allait pas. En insistant un peu, elle a fini par nous raconter ce qu'elle avait vu. Elle avait croisé un renard mort, pendu à une branche. Rien qu'à l'entendre, l'ambiance dans l'open space est devenue lourde. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'est que tout donnait l'impression que l'animal avait été suspendu volontairement. Plus tard dans l'après-midi, la curiosité l'a emporté et nous avons décidé, à plusieurs, d'aller voir par nous-mêmes. Nous avons suivi un petit chemin de terre jusqu'à une clairière à l'écart. Là, la scène était encore plus choquante que ce que nous avions imaginé. Le renard pendait par le cou, le pelage encore humide de la pluie de la veille. En s'approchant, nous avons découvert l'horreur dans toute son ampleur. Une incision nette descendait du bas-ventre jusqu'à la gorge, et tout l'intérieur de l'animal avait été retiré. Le contraste entre la nature calme autour de nous et cette cruauté exposée en plein milieu de la clairière donnait la nausée. Aucun de nous ne savait quoi dire. Un silence pesant s'est installé, seulement brisé par le bruit des feuilles sous nos pas. Finalement, on a décidé de décrocher le pauvre animal, de le traîner à l'écart du sentier et de le déposer dans les fourrés, pour que plus personne ne tombe par hasard sur cette vision morbide. Nous sommes repartis sans un mot, chacun perdu dans ses pensées. Quand j'étais enfant et que je vivais dans le Queensland, en Australie, j'avais l'habitude de faire du bush-bashing, c'est-à-dire de quitter les sentiers pour traverser la brousse dense. Je connaissais le parc national derrière notre maison comme ma poche. Grâce au relief, je savais toujours où je me trouvais. Mes parents, tous les deux anciens militaires, avaient une approche assez libre et me faisaient confiance, même à 12 ans, pour partir seul dans la nature. Je pouvais préparer un déjeuner et partir tôt le matin avec ma sœur et un ami du quartier. On rentrait généralement juste avant le coucher du soleil. Un jour, j'avais environ 14 ans, nous suivions le lit d'un ruisseau et traversions des collines boisées en direction d'un endroit où je n'étais jamais allé. Nous avons descendu une colline, traversé un ravin rempli de fougères et suivi un cours d'eau asséché pendant 1 heure encore. Les parois du lit du ruisseau devenaient raides et rocheuses et nous avons fini par déboucher dans une gorge. En sortant de la gorge, nous avons aperçu ce qui ressemblait à une habitation. Comme des gamins idiots, nous avons voulu aller voir. De loin, cela paraissait abandonné. Mais en nous approchant, nous avons remarqué des bâches accrochées à la vieille structure. Un grillage à poules entourait ce qui ressemblait à un enclos juste à l'extérieur. Alors que mes yeux balayaient la scène, j'ai soudain croisé un autre regard, planté droit dans le mien. Un Rottweiler. Nous avons commencé à reculer lentement, mais il était déjà trop tard. Le chien s'est mis à aboyer furieusement. Craignant qu'il ne se lance à notre poursuite, ou pire, qu'il alerte les habitants de la cabane, nous avons pris nos jambes à notre cou. Je suis retourné plusieurs fois dans les parages, sans jamais m'approcher trop près de la cabane.
J'y ai trouvé des ossements de petits animaux, d'autres débris et même des douilles de calibre .22. En tant qu'adulte et connaissant désormais la région, je pense qu'il est très probable que nous soyons tombés soit sur un sans-abri qui campait là, soit sur un laboratoire de méthamphétamine. Car plus tard, j'ai découvert que cette zone en était littéralement infestée. Sur notre navire de forage construit en Chine, nous avions remarqué, en consultant les plans, qu'il existait une pièce supplémentaire. Intrigués, nous sommes partis à sa recherche, mais impossible de trouver une porte, une trappe ou le moindre accès. Pourtant, en comparant les mesures et l'espace réel du navire, il était évident qu'il y avait bien un volume fermé qui ne correspondait à aucune zone accessible. À première vue, cela pouvait sembler anodin. Mais quand on a déjà passé du temps dans ces chantiers navals, on sait que deux choses y sont fréquentes. La première, ce sont les passagers clandestins, qui parfois tentent de se cacher dans les moindres recoins. Ce n'était probablement pas le cas ici. La seconde, bien plus troublante, ce sont les centaines d'ouvriers qui travaillent en suivant les ordres sans poser de questions, exécutant tâche après tâche avec une rigueur mécanique. Nous avons fini par confirmer que cette pièce était parfaitement close. Elle avait bien ses 6 parois, mais aucun cordon de soudure visible depuis l'extérieur. Une seule explication semblait possible, et c'est là que le malaise a commencé à s'installer. Pour que cette pièce soit hermétique de cette manière, il fallait qu'elle ait été soudée depuis l'intérieur. Imagine un instant ce que cela implique, quelqu'un s'est enfermé pour finir le travail et n'a jamais pu ressortir. Et si les gaz de soudure ne l'avaient pas tué sur le moment, l'air manquant l'aurait achevé rapidement. Depuis, l'atmosphère autour de cette zone est lourde, presque suffocante. Ceux qui travaillent à proximité disent qu'ils entendent parfois des bruits, comme des coups étouffés ou des chuchotements derrière la cloison. Moi-même, j'ai déjà perçu des sons étranges, difficiles à expliquer, au point d'avoir cette sensation que quelqu'un se trouvait juste derrière le métal. Ce n'est pas un vieux navire, loin de là. J'ai personnellement participé à son voyage inaugural, d'abord entre la Chine et Amsterdam après sa construction, puis lors de la première traversée vers l'Amérique. Tout cela s'est déroulé très vite, et pourtant la légende de cette pièce s'élève déjà sur tout l'équipage. Je travaillais autrefois dans une colonie de vacances. D'habitude, les enfants allaient se coucher au plus tard vers 21h, et nous, les moniteurs, restions autour d'un feu de camp pour discuter et nous détendre. Un soir, une des filles est venue jusqu'au feu, à une centaine de mètres du dortoir, en disant qu'elle n'arrivait pas à dormir à cause du bruit. Je l'ai raccompagnée, j'ai vérifié que tout allait bien dans la chambre, puis je suis revenu demander aux autres de faire attention au volume. 10 minutes plus tard, elle revient en disant qu'elle n'arrive toujours pas à dormir. Je repars avec elle, un peu sceptique parce que nous n'étions vraiment pas bruyants, mais je l'aborde bien et je retourne au feu de camp. Juste avant d'y arriver, je me rends compte que j'ai laissé mon talkie-walkie dans sa chambre. Je fais demi-tour, entre dans la pièce et je la trouve assise dans son lit, le talkie dans la main. Je me dis que ce n'est pas très grave, je lui demande de se recoucher et je reprends le chemin du feu. En arrivant, mes collègues me regardent bizarrement et me demandent pourquoi j'ai dit ça à la petite. Je leur réponds, « Dis quoi ?» Ils m'expliquent qu'ils m'ont entendu, par le talkie, lui dire qu'elle serait plus jolie si elle se rasait la tête, et que toutes les petites filles sont plus jolies rasées. Je n'avais jamais dit ça. Et ce n'était clairement pas la voix de l'enfant, mais celle d'un homme adulte. Je suis immédiatement reparti vérifier le dortoir. Tout était parfaitement normal, comme si rien ne s'était passé. J'ai travaillé un temps sur un chalutier à crevettes, en pleine mer, loin de tout repère terrestre. Les journées étaient rythmées par les filets, le bruit des moteurs et le roulis constant, mais c'est la nuit que les souvenirs les plus marquants se gravaient dans la mémoire. Une nuit en particulier reste encore vive dans mon esprit. La lune brillait d'une intensité presque irréelle, si claire qu'elle illuminait la surface de l'océan comme si une lampe géante avait été suspendue au-dessus de nous. Il tombait une pluie fine, un crachin léger qui perlait sur les rampes métalliques du bateau et faisait miroiter l'eau noire autour de nous. L'air sentait le sel humide et tout semblait silencieux,
mis à part le clapotis des vagues et quelques cordages qui grinçaient doucement. En levant les yeux, j'ai aperçu quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Un arc-en-ciel, mais pas au soleil levant ni après une tempête. C'était un arc coloré qui se dessinait dans le ciel nocturne, éclairé uniquement par la lueur de la lune. Les couleurs étaient pâles, presque fantomatiques, mais bien réelles, comme une peinture délicate suspendue dans l'obscurité. Je suis resté immobile, incapable de détourner le regard. La scène avait quelque chose de surréaliste, comme si le monde marin s'était ouvert un instant pour montrer une facette cachée, un secret réservé à ceux qui veillent tard au milieu de l'océan. Le bateau continuait sa route, indifférent, mais moi je me sentais témoin d'un phénomène rare, à la frontière entre la réalité et le rêve. Je suis un chasseur passionné qui vit dans une petite ville rurale du Missouri. Ma famille chasse sur des terres publiques et, depuis plusieurs générations, nous avons toujours chassé sur la même crête. Autrefois, ces terres appartenaient à une grande scierie qui utilisait des mules pour tirer les arbres jusqu'à la ville voisine. En explorant, nous avons trouvé toutes sortes de choses étranges, comme des clous de chemin de fer en plein milieu de la forêt ou encore un fer à cheval littéralement incrusté dans un arbre où quelqu'un l'avait suspendu à une branche. L'une des découvertes les plus folles que j'ai faites dans ces bois est l'endroit où une charrette avait basculé du haut de la crête, emportant les mules avec elle. La chute devait bien faire 60 mètres, alors ils avaient tout laissé en bas. Je suis passé des centaines de fois devant cet endroit en me rendant à notre poste de chasse. Le bois de la charrette avait pourri depuis longtemps, mais les pièces métalliques et les roues étaient toujours là, recouvertes par la végétation. Un jour, je me suis installé à mon poste, à environ 800 mètres de là. Après être resté assis quelques heures, j'ai entendu ce qui ressemblait à des voix criant dans le ravin, puis un hurlement, suivi d'un grand fracas. J'ai immédiatement pris mes affaires pour repartir. En passant près des débris de la charrette, j'ai découvert une couronne de fleurs posée dessus. Je n'avais pourtant jamais vu personne dans cet endroit à part ma famille, et aucun de nous n'avait mis cette couronne. Le soir, de retour au camp, nous en avons discuté et la seule explication que nous avons pu imaginer est que quelqu'un était peut-être mort dans l'accident de la charrette et qu'un descendant lointain avait voulu rendre hommage ce jour-là, peut-être à l'occasion d'un anniversaire. Mais cela n'explique toujours pas les cris et le bruit que j'avais entendus. Je continue à chasser là-bas comme toujours, mais je n'ai plus jamais rien vu ni entendu de semblable depuis. Je travaille souvent le long des cours d'eau, ce qui m'amène à passer pas mal de temps dans des zones assez reculées, à marcher dans des ruisseaux et des rivières. Un jour, avec un collègue, nous faisions un relevé dans un environnement beaucoup plus urbain que d'habitude. En longeant un talus, nous avons aperçu ce qui ressemblait à un corps étendu dans l'herbe. Notre première réaction a été un grand moment de panique, on s'est regardé avec ce mélange d'adrénaline et d'effroi qui fait tout de suite penser au pire. Mais en s'approchant, nous avons découvert qu'il ne s'agissait en réalité que d'un mannequin de pompier utilisé pour l'entraînement, qui avait dévalé la pente et s'était retrouvé là. Le soulagement a été immense, mais on s'est senti un peu idiot d'avoir crié si fort. En travaillant dans ces milieux, on tombe souvent sur des choses étranges ou inattendues. Il m'est arrivé de découvrir une petite tombe isolée au milieu de la campagne, simplement marquée pour un chien. La scène m'a laissé un sentiment de tristesse et de tendresse, comme si quelqu'un avait voulu offrir à son animal un lieu de repos digne malgré l'isolement du site. Une autre fois, c'était un lapin en peluche posé contre un arbre, avec des douilles de fusil soigneusement placées à l'endroit de ses yeux. Le contraste entre l'innocence du jouet et la violence suggérée par les cartouches donnait une atmosphère dérangeante. J'ai aussi croisé un mannequin assis sur une chaise, disposé de manière très intentionnelle en plein cœur de la forêt, comme si quelqu'un avait voulu créer une présence silencieuse pour surprendre les promeneurs. Et puis il y a toutes ces sortes de petits hôtels improvisés, faits de pierres empilées, de bougies fondues ou d'objets laissés volontairement, qui ajoutent toujours une impression de mystère. J'ai également travaillé un temps du côté de Myrtle Beach, un endroit où les réseaux d'eau pluviale m'ont conduit dans des secteurs assez glauques. En suivant un canal souterrain, j'ai fini par déboucher par hasard sur un campement de sans-abri. Je m'étais accroupi pour examiner une grille d'évacuation et, en relevant la tête, j'ai vu un homme debout dans son abri de fortune qui nous fixait en silence.
Le contraste entre mon intrusion involontaire et son calme muet a créé une gêne immédiate. J'ai eu l'impression de m'être introduit dans un espace qui ne m'appartenait pas, comme si j'étais un intrus dans sa maison. Mon collègue et moi avons échangé un regard, puis nous avons décidé de repartir sans un mot, respectant le silence pesant qui régnait autour de nous. J'ai travaillé dans une mine de sel sous le lac Erie il y a quelques années et, en général, ce qui descend là-bas ne remonte jamais. Il faut énormément de temps pour démonter le matériel en surface, protéger et sécuriser les pièces, puis tout réassembler en bas, et faire l'inverse est encore plus long. Résultat, il y a une quantité incroyable de vieux camions, de tracteurs et de toutes sortes d'engins rangés du côté le plus éloigné de la mine. Dans les années 80, l'Université du Michigan et l'Université de Californie à Irvine menaient des recherches sur la désintégration du proton. Ils voulaient enregistrer le moment exact où cela se produisait. Réaliser ces expériences en surface posait problème à cause des rayons cosmiques et d'autres interférences, donc la mine a été choisie puisque 2000 pieds de roche absorbent pratiquement tout. Ils ont creusé un bassin d'environ 24 mètres sur 21, rempli de plus de 10 millions de litres d'eau purifiée, et équipé les parois de caméras sophistiquées et d'instruments de mesure. Ils avaient installé un atelier, un laboratoire et même un centre de plongée là-dessous. Je ne crois pas qu'ils aient jamais réussi à capturer la désintégration d'un proton, et au bout de quelques années l'argent des subventions a fini par s'épuiser. La mine a simplement tendu un ruban de signalisation sur la grande porte en acier qui donnait accès au site d'études, et l'affaire a été close. 20 ans plus tard, je travaillais là comme électricien et on m'a demandé de réparer le moteur d'un gros convoyeur. J'ai décidé d'aller chercher des pièces de rechange sur de vieux équipements. Je me souvenais qu'un ancien m'avait parlé de machines abandonnées près du grand ascenseur. Je m'y rends et je tombe sur une grande porte en acier à moitié arrachée de ses gonds, avec un vieux ruban de signalisation par terre. L'unique accès à la zone d'étude passait par cette porte creusée dans la roche, et au fil du temps, la pression du sol l'avait tordue, écrasée, déplacée. Après plusieurs tentatives, j'arrive à l'ouvrir et je fais un bond en arrière en voyant une combinaison de plongée complète, masque, ceinture et gants, suspendus à 1 mètre de l'entrée. Je reprends mes esprits et, à ma grande surprise, je n'avais pas réellement perdu le contrôle de mes nerfs. J'avance donc au-delà du plongeur fantomatique. À l'intérieur, tout était resté tel quel depuis 20 ans. Des tasses de café posées, des agendas ouverts, des plannings de travail, et partout du matériel de plongée, des bouteilles d'oxygène, des ordinateurs. Je m'avance d'une dizaine de mètres jusqu'au bord du bassin. Au début il est difficile de dire s'il est encore rempli car rien ne bouge dans l'eau, mais je finis par distinguer la masse liquide toujours présente, plus de 18 mètres de profondeur, parfaitement immobile et noire dans cette obscurité totale. Le spectacle d'un immense bassin souterrain, plongé dans un silence absolu et seulement éclairé par la faible lampe fixée à mon casque, m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je suis donc reparti rapidement. Voilà mon histoire. Ce n'est pas particulièrement effrayant, mais le fait de découvrir tout ce matériel quasiment intact, abandonné depuis des décennies dans un endroit aussi inattendu, m'a toujours paru très troublant. Je travaillais souvent dans les bois en Floride, et l'une des expériences les plus glaçantes que j'ai vécues a eu lieu près de Big Cypress. Toute la journée, mon collègue et moi avions traversé des broussailles épaisses, avançant sans vraiment réfléchir, concentrés sur notre tâche. Rien ne paraissait inhabituel, si ce n'est la chaleur moite et l'humidité collante qui font partie du quotidien dans ce genre d'endroit. En fin de journée, comme d'habitude, nous avons décidé de faire un rapide tour en voiture pour inspecter une partie de la propriété. C'est à ce moment-là que nous avons découvert ce que nous n'avions pas vu, ou plutôt ce que nous avions refusé de voir, toute la journée. Le terrain était littéralement infesté de mocassins d'eau. Des dizaines et des dizaines de serpents venimeux rampaient dans les herbes et les flaques, tapis juste là où nous avions marché. L'idée nous a frappés comme un coup de masse. Pendant des heures, nous avions évolué en plein milieu de ce qui ressemblait à une fosse à serpents, ignorant totalement que chaque pas nous mettait en danger. Aucun de nous n'avait été mordu, mais prendre conscience de la situation après coup a été presque plus effrayant que si l'un de nous avait croisé un serpent de près. En y repensant,
j'ai eu la sensation d'avoir joué à la roulette russe sans le savoir, chaque foulée pouvant être la dernière. Ce n'était pas une histoire de fantômes ou de choses surnaturelles, mais cette prise de conscience m'a marqué durablement. Savoir qu'on a passé une journée entière à se déplacer au milieu d'animaux venimeux sans le remarquer, ça laisse une impression qui vous hante longtemps après. Je travaillais autrefois pour une entreprise d'informatique dans le secteur du jeu vidéo, dont les bureaux se trouvaient en plein milieu de nulle part, entourés de fermes et de forêts. Un jour, une des membres de l'équipe de développement est revenue d'une promenade dans les bois visiblement bouleversée. Elle venait de tomber sur un renard mort. Ce qui l'avait choqué, c'est qu'il était suspendu à un arbre et que tout donnait l'impression qu'on l'Y avait placé volontairement. Un peu plus tard, quelques-uns d'entre nous ont décidé d'aller voir par eux-mêmes. Nous avons fini par trouver une petite clairière où le renard était accroché. En y regardant de plus près, nous avons constaté qu'il avait été pendu par le cou, avec une entaille allant de ses parties jusqu'à sa gorge, et que toutes ses entrailles avaient été retirées. J'ai eu le cœur bien retourné en voyant ça. Nous l'avons décroché de la branche et jeté dans les fourrés, à l'écart du chemin et de la clairière. Mais encore aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de qui a pu faire ça, ni pourquoi. Je n'ai jamais cru aux fantômes, mais il m'est arrivé une fois de voir quelque chose que je n'ai jamais réussi à expliquer, et que j'ai fini par mettre sur le compte d'un simple tour joué par mon esprit. À l'époque, je travaillais dans une sorte de resort perdu au cœur du parc Algonquin. En réalité, c'était une expérience rustique proposée à des gens extrêmement riches, un lieu coupé du monde. Il fallait rouler une demi-heure pour capter du réseau téléphonique et plus d'une heure pour rejoindre la ville la plus proche. L'isolement était total, et quand la nuit tombait, le silence devenait presque oppressant. Un soir, après avoir terminé mon service de nuit vers minuit, je regagnais tranquillement ma cabine. C'est là que je l'ai vu. Un vieil homme, vêtu d'une chemise à carreaux et de bretelles, avançait sur le sentier en sens inverse. Je l'ai aperçu clairement, il passait juste à côté de moi. Les règles étaient strictes, nous n'avions pas le droit de parler aux clients tant qu'ils ne nous adressaient pas la parole, alors je n'ai rien dit. Mais quelque chose m'a intrigué. Au bout de quelques pas, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi pour m'assurer qu'il prenait bien le chemin des cabines réservées aux invités. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Le sentier était désert. L'homme avait complètement disparu. Il n'y avait aucun endroit où il aurait pu aller. De chaque côté, il n'y avait que des bois épais et touffus, presque impénétrables. Et s'il s'y était engagé, j'aurais forcément entendu les branches craquer ou les feuilles bruire. Pourtant, il n'y avait que le silence. Je suis resté planté là un long moment, scrutant l'obscurité et essayant de trouver une explication. Mais rien. Alors, je suis rentré dans ma cabine, un peu troublé. Avec le temps, j'ai fini par me dire que c'était probablement une illusion de fatigue, une image inventée par mon cerveau après une longue journée. J'ai travaillé comme préservateur du patrimoine historique dans le sud des Appalaches, en charge des bâtiments et terrains appartenant au comté. L'un des avantages de ce poste était de loger directement sur l'une de ses propriétés historiques. La maison principale était un imposant manoir en briques construit dans les années 1810 et moi, j'habitais une petite maison de gardien à une vingtaine de mètres. Comme c'était en pleine campagne, le comté avait fait construire une clôture de 2,50 m autour des 5 hectares de terrain, surmontée de barbelés, pour décourager les intrus et le vandalisme. Je précise tout cela pour montrer qu'il était pratiquement impossible à quiconque, ou à quoi que ce soit, de franchir la clôture et d'entrer sur la propriété. Un soir, après avoir travaillé tard sur un autre site, je suis arrivé au portail, je l'ai ouvert, refermé derrière moi puis j'ai parcouru la centaine de mètres du chemin de gravier jusqu'à ma maison. Il n'y avait aucune lumière sur le terrain, je ne voyais qu'avec les phares de ma voiture. En contournant l'un des bâtiments annexes et en me garant, mes phares ont illuminé une chose que j'ai encore du mal à décrire clairement. C'était de la taille d'un cerf, avec de longues pattes fines et une sorte de pelage long et hirsute. Ça ressemblait vaguement à un loup à crinière, si vous en avez déjà vu en photo. Rien que ça m'a glacé,
car une créature de cette taille n'avait absolument aucune raison de pouvoir se trouver à l'intérieur de ma clôture. Ce qui a suivi est absolument vrai. J'ai ouvert la portière pour descendre et voir de plus près ce que c'était. À ce moment, la créature a détalé. Pas à 4 pattes, mais sur 2. Je l'ai littéralement vu se redresser, se mettre debout de toute sa hauteur et filer en courant. Là, j'ai complètement paniqué. Je suis rentré en vitesse chercher ma grosse lampe torche et mon fusil, puis j'ai tenté de retrouver la chose. Aucune trace. Pas d'empreinte, rien. Je n'ai jamais compris comment elle était entrée ni comment elle avait pu sortir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté assis sur mon canapé, le fusil sur les genoux, fixant ma porte d'entrée en espérant que ce que j'avais vu ne revienne pas la défoncer. Je n'ai aucune explication à donner, mais rien que d'y repenser aujourd'hui, j'en ai encore les poils qui se hérissent. J'étais dans un grand vieux cottage, perdu au milieu du Peak District, en Angleterre, avec une amie dont les parents vivaient là. Ce week-end-là, ils étaient absents et nous avions la maison pour nous seuls. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est un endroit assez sauvage, composé de collines battues par le vent, de landes couvertes de bruyères et de longues pluies qui semblent tomber sans fin. On croise rarement des gens là-bas, et le silence prend parfois des allures inquiétantes. Nous avions passé la soirée dehors, assis sur le patio, jusqu'à ce que la nuit tombe et que le froid nous pousse à rentrer. C'est à ce moment-là que son chien a eu une réaction étrange. Sans prévenir, il a bondi en avant et s'est élancé à toute vitesse dans le champ voisin, filant droit dans l'obscurité. Il n'a pas aboyé, il n'a pas gémi, il a juste disparu, comme happé par quelque chose. Nous l'avons rappelé sans cesse et, au bout d'un moment, il est revenu. Mais son attitude restait bizarre. Il se tournait sans arrêt vers l'obscurité, s'arrêtait net, fixait un point invisible et se mettait à grogner doucement, comme pour tenir sa position face à une présence que nous ne pouvions pas voir. Quelques instants plus tard, des éclairs lumineux ont jailli d'un bosquet situé au-delà du champ. Cela ressemblait à des flashs d'appareils photo, réguliers, mais trop éloignés pour que nous puissions vraiment distinguer ce qui se passait. La vision était déroutante, qui aurait pu se tenir là, en pleine nuit, dans une zone aussi isolée? 20 minutes plus tard, nous étions rentrés à l'intérieur. Nous avions verrouillé toutes les portes, encore troublés par l'attitude du chien et par ses lueurs mystérieuses. La maison, immense et ancienne, grinçait sous le vent qui balayait les collines. L'atmosphère était déjà tendue quand le téléphone de la maison s'est mis à sonner. À cette heure avancée de la nuit, tout appel paraît mauvais signe, mais mon amie a immédiatement blêmi. Elle est restée immobile, les yeux fixés sur l'appareil. Je lui ai demandé si elle comptait décrocher, mais elle ne bougeait pas. Finalement, elle a murmuré d'une voix basse, « Ce bruit, ça arrive seulement quand on appelle l'autre combiné de la maison. » J'ai cru ne pas bien comprendre et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Alors elle a expliqué, on a 2 téléphones fixes, un ici et un à l'étage. Quand on perd un combiné, on peut appeler l'autre pour le faire sonner et le retrouver. C'est un appel interne. Nous étions seuls dans cette vieille maison, ses parents étaient à des kilomètres de là, et personne d'autre n'avait accès au lieu. Pourtant, l'un des téléphones venait d'appeler l'autre. Rien de plus ne s'est produit cette nuit-là. Mais je peux dire que je n'ai pas beaucoup dormi, allongé dans cette chambre froide, avec l'impression que la maison retenait son souffle dans l'obscurité. Un ami à moi a travaillé un été comme agent de maintenance dans une mine désaffectée, perdue en pleine nature. Le site était complètement isolé et il n'y avait qu'un seul autre employé sur place, un vieux dur à cuire. Leur boulot se limitait surtout à couper les mauvaises herbes et à vérifier que rien ne fuyait ou ne rouillait. Un travail tranquille et sans véritable pression. 2 fois par mois, un avion atterrissait pour leur livrer des provisions. Un jour, au bout d'environ 3 mois, mon ami se promenait le long de la rivière qui passait à proximité du site lorsqu'il a entendu, ce qu'il jure encore aujourd'hui, ressemblait à un chœur d'église accompagné d'un orgue, quelque part au loin. Il était pourtant persuadé qu'il n'y avait aucune habitation dans un rayon de plus de 150 km. Malgré cela, il a décidé de remonter le fil du son.
Il a marché des kilomètres en suivant la rivière, mais la musique ne se rapprochait jamais. Finalement, il a eu un déclic, il s'était enfoncé profondément dans une forêt remplie d'ours, sans armes ni protection. Il a donc rebroussé chemin. Sur le retour, la musique s'est peu à peu éteinte, jusqu'à disparaître complètement. Troublé, il a choisi de ne rien dire à son collègue, de peur de passer pour un fou. Le lendemain, il a fini par lui raconter l'épisode et lui a demandé s'il existait une réserve amérindienne ou un hameau avec une église dans les environs. Le vieux lui a répondu, « Non, gamin. Rien de tout ça ici. Je suis là depuis 10 ans, je le saurais. On dirait que la forêt t'a eu. Tu devrais partir. » Il est monté dans l'avion suivant et n'est jamais retourné à cette mine. Je suis dans la marine et je travaille sur des porte-avions. Malheureusement, une jeune femme s'est suicidée en se pendant dans un compartiment situé juste à côté de l'endroit où mon équipe et moi dormions. Peu de temps après, un camarade a juré l'avoir vue assise dans une chaise, exactement là où elle avait l'habitude de rester. Il se déshabillait pour se mettre au lit quand il a levé les yeux et, selon lui, elle était là, silencieuse, immobile. Il s'est mis à hurler et à quitter la chambre en courant, paniqué comme je ne l'avais jamais vu auparavant. De mon côté, j'ai attendu environ une semaine avant de trouver le courage d'entrer dans le compartiment où elle avait mis fin à ses jours. Quand je m'y suis enfin aventuré, un bruit assourdissant a éclaté sans prévenir, un grincement strident, plus fort que tout ce que j'avais entendu jusque-là. Ce son m'a transpercé les oreilles et m'a figé de peur. J'ai immédiatement fait demi-tour et je suis sorti en trombe, incapable d'y rester une seconde de plus. Ce n'était pas seulement cette expérience qui rendait les choses étranges. Le système connecté à ce compartiment, celui qui devait fonctionner en continu, est tombé en panne au même moment. Pendant près de 2 semaines, il est resté inutilisable. Certes, ces équipements tombent souvent en panne, mais le fait que cette défaillance ait coïncidé exactement avec sa mort donnait à toute cette histoire une dimension encore plus troublante. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'agissait d'une simple suite de coïncidences ou de quelque chose de bien plus inquiétant. Je suis géophysicien et je passe environ un tiers de mon temps sur le terrain à faire des relevés. Beaucoup de nos études se déroulent dans des endroits très reculés. Celle-ci avait lieu dans ma province natale, la Saskatchewan, très au nord, à 6 heures de route du plus petit bourg, puis encore 45 minutes d'hélicoptère jusqu'à notre campement. Autant dire qu'on était complètement isolés. C'était en octobre dernier, donc les journées étaient déjà très courtes et les nuits interminables. Ma chambre se trouvait dans le grenier du seul bâtiment du camp. Le poêle à bois qui chauffait l'endroit était juste en dessous, si bien que je devais laisser ma fenêtre entr'ouverte la nuit. Un soir, j'entends du chant dehors. C'était étrange mais je me suis dit que c'était peut-être un des gars de l'équipe qui n'arrivait pas à dormir. La nuit suivante, vers 3 heures du matin, le chant recommence, au même moment. Je me lève pour aller aux toilettes et, en repassant devant la salle où tout le monde dormait sur des lits de camp, je remarque que tous sont là, endormis. Les jours suivants, plus rien. J'ai presque oublié l'affaire jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je me réveille encore en pleine nuit avec ce chant. Je vérifie, tout le monde dort. Cette fois, j'enfile ma grosse parka et je sors. Je me dirige vers la source du son, jusqu'à la rive du lac sur lequel nous étions installés. Le chant vient de l'autre côté. La lune brillait fort cette nuit-là et, à la surface du lac déjà couvert de plaques de glace, j'ai distingué une silhouette. Quelqu'un était dans l'eau glaciale. J'ai malgré tout appelé, au cas où cette personne aurait eu besoin d'aide. Mais la silhouette a plongé sous la surface et je ne l'ai plus jamais revue. Plus jamais entendu ce chant non plus. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir rêvé, mais je sais ce que j'ai vu. Et ça me hante. Un jour, mon père et moi étions partis chasser dans les montagnes des Poconos. Nous étions installés dans une tour de chasse, le froid était mordant, le genre qui fait mal aux doigts même à travers les gants. Alors que nous restions immobiles à guetter les environs, un son étrange s'est élevé dans la forêt.
C'était comme un chant religieux ancien, en latin, rythmé et répété, un chœur de voix qui avançait lentement, comme si un groupe de personnes marchait en ligne droite. Le son se rapprochait peu à peu et faisait vibrer l'air autour de nous. Le silence de la forêt enneigée rendait ce chant encore plus irréel, presque surnaturel. Au bout d'un moment, nous avons distingué un mouvement à une vingtaine de mètres devant nous. Puis nous avons vu ceux qui chantaient. Une procession composée d'une dizaine, peut-être 30 personnes, toutes vêtues de blanc et tenant des bougies allumées, avançait en direction de notre position. Autour d'eux, 5 individus armés de fusils et de carabines marchaient lentement, positionnés à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, comme une garde. Mon père et moi n'avons pas bougé. Nous les avons laissés passer en silence, le souffle coupé. Pendant leur passage, plusieurs d'entre eux ont tourné la tête vers nous, et leurs regards figés dans la lueur des flammes m'ont terrifié. Chaque pas, chaque note chantée semblait résonner trop fort dans cette forêt figée par l'hiver. Quand la procession a disparu dans l'obscurité, nous avons attendu encore une dizaine de minutes avant d'oser descendre de la tour. Nous nous sommes rendus à l'endroit exact où ils étaient passés. Le sol était recouvert de neige fraîche, mais ce que nous avons découvert défiait toute logique. Il n'y avait aucune trace de pas, aucune empreinte humaine, rien du tout, comme si le cortège entier n'avait jamais existé. Ce jour-là, nous avons préféré ne pas en parler davantage et nous sommes rentrés. Pourtant, même aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune explication à ce que nous avons vu. Était-ce un groupe bien réel, une secte cachée dans les bois, ou quelque chose qui échappe à toute compréhension humaine? Tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là, la forêt nous a montré un visage que je n'oublierai jamais. Quand j'étais à la fac, j'attendais parfois mon colocataire à la fin de son service. Il travaillait comme agent de sécurité de nuit dans le nouveau parking à étages que l'université venait de construire. La plupart du temps, il ne se passait rien d'extraordinaire. Mais un soir, après son service, il m'a rejoint dehors et m'a dit « Tu ne vas sûrement pas me croire, mais je dois raconter ça tant que c'est encore frais dans ma tête. » Voici ce que je me rappelle de son récit, qu'il m'a fait alors qu'on était assis dans la voiture. J'étais dans le bureau en train de discuter avec le gardien de nettoyage quand il a pointé du doigt l'écran de vidéosurveillance. Il m'a dit qu'il y avait un type dans la cage d'escalier. On a tous les deux fixé l'écran, et effectivement, un homme se tenait immobile sur un palier. Il portait un costume d'époque, complet avec chapeau melon. Le gardien m'a dit qu'il allait commencer à nettoyer en bas des escaliers et que s'il croisait ce monsieur, il lui demanderait de partir. De mon côté, j'ai dit que je monterais par les paliers pour faire de même. En montant, je ne l'ai pas vu. J'ai donc continué à travers l'escalier en annonçant que le parking était fermé pour la nuit, au cas où il se cachait. À un moment, j'ai fait sursauter le gardien de nettoyage, il s'attendait lui aussi à voir l'homme au costume, mais personne n'était sorti par le bas. Je lui ai dit que j'allais inspecter le reste des lieux, en supposant qu'il avait pu filer autrement, même si, honnêtement, il n'y avait aucune chance qu'on les manquait. En approchant de la rampe qui menait presque au dernier niveau du parking, j'ai aperçu une femme âgée, vêtue d'une longue robe ancienne et tenant une ombrelle. Elle montait tranquillement la rampe, au loin. Je lui ai crié qu'elle ne devait pas être là et j'ai accéléré le pas pour la rattraper avant qu'elle disparaisse de mon champ de vision. Mais une fois arrivée en haut de la rampe, elle n'était plus là. J'ai poursuivi jusqu'au dernier niveau et, à la place, j'ai trouvé un jeune en train de faire du skate. Je lui ai dit que le garage était fermé et qu'il ne devait pas y traîner. Tout en parlant, je me demandais ce qu'était devenue la femme. Le skateur s'est excusé et a proposé de descendre avec moi. En bas, je lui ai demandé « Eh, tu as vu quelque chose de bizarre ici ce soir ?» Le gamin m'a fixé, perplexe, avant de répondre « Eh bien, il y avait une vieille femme qui se tenait au bord du parking. Je ne l'ai jamais vue monter la rampe. Je lui ai crié de faire attention à ne pas trop s'approcher du bord. Quand je me suis baissé pour ramasser ma planche, j'ai levé les yeux et elle avait disparu. J'ai couru au bord pour voir si elle avait sauté, mais il n'y avait rien. Elle s'était volatilisée. Elle portait une vieille robe et une ombrelle. À ce moment-là, je n'ai pas voulu lui dire que j'avais vu exactement la même femme.
J'étais trop secoué. J'ai essayé de rassurer mon coloc en suggérant que c'était peut-être des gens déguisés pour une soirée costumée, qui s'amusaient à semer la pagaille. Mais je n'ai pas su expliquer leur disparition soudaine. Il m'a dit qu'il avait pensé la même chose, sauf qu'il se souvenait que son patron lui avait raconté qu'autrefois, dans les années 1920, les gens s'habillaient élégamment le dimanche et venaient se promener dans le parc. Ce parc se trouvait exactement là où le parking avait été construit. J'étais machiniste et je travaillais seul, la nuit, dans un vieil entrepôt qui servait d'atelier. L'endroit était immense, avec des recoins sombres et des machines qui semblaient avoir déjà plusieurs vies derrière elles. Quand on passe ses nuits dans un lieu pareil, on finit forcément par se sentir observé. À plusieurs reprises, j'avais cru voir des ombres se déplacer entre les établis ou derrière les piles de matériel, et chaque fois je sentais ce frisson désagréable qui me parcourait le dos. C'était l'époque où les émissions de chasseurs de fantômes commençaient à devenir populaires. Alors, pris entre la curiosité et la peur, j'ai décidé de tenter le coup. J'ai parlé à voix haute, comme s'il y avait vraiment quelqu'un avec moi. J'ai demandé « Quel est ton nom ? Est-ce que tu peux me montrer que je ne suis pas seul ?» À peine quelques secondes plus tard, quelque chose a traversé l'atelier. Un clé à laine de 3/8 est venu rebondir sur le sol et s'est arrêté net à mes pieds. Je me suis figé. Elle ne pouvait pas être tombée d'une machine, car j'avais bien vu la trajectoire. Elle avait glissé sur le sol, comme si quelqu'un l'avait lancée depuis l'ombre. Et dans les copeaux de micarta que j'étais en train de découper, on distinguait clairement la trace du passage de la clé, une longue marque droite comme un sillon. À cet instant, je n'ai pas essayé d'analyser ni de chercher une explication rationnelle. Je me suis contenté de murmurer un simple merci à ce que je croyais être un fantôme. Ensuite, j'ai coupé les machines, j'ai rangé mes affaires et je suis parti sans me retourner. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet atelier après cette nuit-là. J'étais en train de travailler tard dans mon école publique en ville, corrigeant des copies et préparant mes cours pour le lendemain. Le temps avait filé plus vite que je ne l'avais imaginé et quand j'ai enfin levé les yeux, il était déjà 19h. Je commençais à ranger mes affaires pour partir, dans un bâtiment qui, en théorie, devait être verrouillé et complètement vide à part moi, quand soudain l'alarme Alice s'est déclenchée, celle qui signale la présence d'un intrus armé dans l'école. À cet instant j'étais seul, jeune et totalement paniqué, parce que je savais très bien que je n'étais absolument pas prêt à affronter un homme armé simplement pour protéger mes cahiers de cours et mes préparations de leçons. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse et je n'ai même pas réfléchi, j'ai attrapé mon sac et j'ai couru vers la sortie en priant pour ne croiser personne. Le son strident de l'alarme résonnait dans tous les couloirs, un bruit assourdissant qui rendait l'air presque irrespirable. Je me suis précipité dehors, j'ai ouvert la portière de ma voiture et je me suis jeté à l'intérieur avant de démarrer en trombe. Pendant que je quittais le parking, je voyais encore les lumières rouges et blanches de l'alarme clignoter derrière moi à travers mon rétroviseur, et une partie de moi se disait que je n'avais plus jamais envie de remettre les pieds dans cet endroit. Sur le chemin du retour, j'avais encore les mains tremblantes sur le volant et l'impression que l'alarme résonnait toujours dans mes oreilles. J'ai fini par apprendre un peu plus tard que ce vacarme n'était dû qu'à une opération de maintenance de routine, et que personne n'avait pensé à prévenir les enseignants restés tard dans le bâtiment. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère, parce que cette soirée aurait pu tourner en véritable cauchemar pour rien. En tant que biologiste, j'ai passé énormément de temps dans des zones reculées, loin des routes et de la vie quotidienne. Ce genre d'endroit réserve parfois des découvertes inattendues, et pas toujours agréables. Il m'est arrivé de tomber sur des laboratoires de méthamphétamine, souvent cachés sur des terrains appartenant à des propriétaires absents. En général, on y trouvait une vieille caravane délabrée, posée là comme si elle avait poussé toute seule au milieu de nulle part. Parfois aussi, je croisais des maisons abandonnées depuis plus de 40 ans mais qui, à l'évidence, avaient été réoccupées récemment. On voyait bien que quelqu'un avait traîné des matelas à l'intérieur, qu'il y avait des emballages de nourriture, des magazines pornographiques, du matériel lié à la drogue.
Je me suis parfois laissé gagner par la curiosité et j'ai jeté un œil à l'intérieur, mais je n'ai jamais insisté, car je savais que si quelqu'un se trouvait dans les environs, il m'aurait entendu arriver dans les broussailles bien avant que je sois près de la maison. L'ambiance de ces lieux ressemblait à celle des maisons laissées à l'abandon mais encore habitées dans certaines séries, un mélange de ruines et de présence humaine. 2 de mes collègues ont découvert des cadavres au cours de leur travail. C'étaient des migrants clandestins qui avaient tenté de franchir la frontière nord vers les États-Unis. La plupart étaient morts par accident, mais l'un avait reçu une balle. Moi-même, j'ai travaillé dans des zones où des meurtres non résolus avaient eu lieu, et dans ces moments-là je me contentais de marcher doucement et de rester discret avec les habitants locaux, un peu comme dans les atmosphères pesantes qu'on retrouve dans certaines histoires des Ozarks. Il y a aussi des découvertes plus tristes que réellement effrayantes, comme ces cimetières abandonnés que j'ai croisés à plusieurs reprises. Au début, les habitants du coin tentaient de les entretenir, mais avec le temps l'herbe finit toujours par tout recouvrir, les pierres tombales s'inclinent et les noms s'effacent, jusqu'à ce que ces lieux tombent dans l'oubli total. C'est bouleversant de voir des rangées de tombes d'enfants datant d'environ 1900, tous morts à quelques semaines d'intervalle, probablement victimes d'épidémies. Il y a eu aussi des moments beaucoup plus dangereux. Une fois, on m'a tiré dessus alors que je travaillais sur le terrain, sans que je sache vraiment d'où venait le coup. Une autre fois, je me suis retrouvé en pleine nuit au milieu d'un troupeau de cochons sauvages, dans des roseaux si hauts que je ne voyais rien. Je ne distinguais pas les bêtes, mais j'entendais leurs grognements et leurs mouvements précipités autour de moi, et leur panique se mêlait à la mienne. C'était encore plus terrifiant que de tomber sur un serpent ou un alligator, parce que je me sentais complètement aveugle et encerclé. Parfois, je tombais sur des autels improvisés laissés par des personnes pratiquant des rituels païens. Ils n'étaient pas destructifs, juste des sortes de petits sanctuaires, et dans le fond cela ne causait aucun tort à l'environnement. Il m'est aussi arrivé de tomber sur des scènes plus étranges qu'effrayantes, comme ce jour où j'ai surpris un homme, devant sa caravane enfoncée dans un marécage au milieu des bois, en train d'utiliser un seau comme toilette. Nous avons échangé un regard très gênant, un de ces moments suspendus où l'on se dit qu'on aurait préféré ne jamais croiser personne. Avec le temps, j'ai compris que ce n'étaient pas vraiment les animaux ou la nature qui rendaient ces endroits inquiétants. Les serpents, les marécages, les alligators, tout ça reste prévisible si l'on connaît leur comportement. Ce qui rendait vraiment les lieux oppressants ou dangereux, c'était toujours la présence humaine, imprévisible et parfois hostile. Quand j'étais au collège, je travaillais pendant l'été dans l'établissement, à faire de la peinture et à donner un coup de main aux agents d'entretien. Un jour, on a dû se rendre au beau milieu d'une forêt de Floride pour aller chercher du bois de pin destiné à la construction de nouveaux gradins pour le gymnase. On est parti tôt et il devait être environ 7 heures du matin quand nous sommes arrivés à la scierie. À notre grande surprise, tout le site était bouclé par la police. Il y avait des voitures de patrouille garées devant les portails et des rubans jaunes accrochés un peu partout. Les hommes avec qui je travaillais m'ont dit qu'on avait retrouvé des bidons d'essence et des flacons de médicaments abandonnés dans une parcelle de la plantation de pin. Apparemment, c'était le genre de signe qui révélait que des gamins venaient là pour se droguer ou bricoler des mélanges dangereux. Mais ce n'était pas la raison principale de la présence des forces de l'ordre. D'après les rumeurs qui circulaient déjà sur place, ils avaient découvert des restes humains. À l'époque, j'étais encore jeune, et je ne comprenais pas grand-chose en dehors de ce que je voyais de mes propres yeux. Pourtant, une image m'est restée en mémoire. Sur plusieurs troncs de pin, on pouvait distinguer des traces sombres qui montaient vers le haut, comme des coulées épaisses de sang séché. Ces marques rouges foncées s'élevaient à plusieurs mètres, et je me souviens très clairement de la sensation étrange que cela m'a laissée. Bien plus tard, j'ai appris, en discutant avec les hommes qui m'accompagnaient ce jour-là, qu'un adolescent aurait été tué par un ours après l'avoir attaqué. Selon eux, le sang que j'avais vu provenait soit de l'animal blessé qui aurait grimpé dans les arbres, soit de la victime que l'ours aurait tenté d'emporter avec lui. Pourtant, plus j'y repense, moins cette version me semble logique. Les ours, même blessés, ne grimpent pas plusieurs pins d'affilée en laissant derrière eux des traînées aussi nettes. Et je n'arrive pas à imaginer une scène où un animal, déjà atteint, répand autant de sang en montant si haut. Je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé ce matin-là dans cette forêt,
mais pour moi, cela reste l'une des expériences les plus étranges vécues dans un lieu reculé. Ce n'est peut-être pas le genre de frayeur immédiate qu'on peut ressentir en croisant un animal sauvage, mais l'image de ces arbres marqués de sang, sous la lumière encore froide du matin, m'accompagne encore aujourd'hui. Je travaillais dans une forêt publique, un de ces endroits ouverts aux visiteurs mais surveillés par des équipes de rangers. Un jour, quelqu'un est venu signaler la présence d'un animal mort sur le bord d'un des sentiers. Avec quelques collègues de l'accueil, nous avons décidé d'aller vérifier de quoi il s'agissait. Après une petite marche, nous sommes tombés sur l'objet du signalement. Ce que nous avons découvert n'avait rien d'un animal reconnaissable. Devant nous, il y avait une masse rouge sombre, lisse et humide, qui ressemblait vaguement à un énorme morceau de foie. C'était juste un tas de chair posée à même le sol, sans aucune trace de sang alentour, comme si on l'avait déposé là avec soin. Le plus troublant, c'était que ce morceau de viande était enveloppé dans un t-shirt, et qu'autour, plusieurs pièces de monnaie étaient éparpillées comme si quelqu'un avait voulu dresser une mise en scène. Nous avons immédiatement contacté les rangers pour qu'ils viennent inspecter l'endroit. L'un d'eux, après avoir observé de près, a affirmé qu'il s'agissait probablement d'un placenta. Cette hypothèse nous a glacés, car cela signifiait que quelqu'un avait soit réussi à introduire un organe ou un reste biologique dans la forêt, soit, bien plus inquiétant, avait donné naissance ou subi une opération improvisée directement sur nos sentiers. Le plus mystérieux, c'est que tous les visiteurs devaient obligatoirement passer par le poste d'accueil. Autrement dit, la personne qui avait apporté ou laissé cette chose n'était pas entrée par hasard, elle avait trouvé un moyen de le faire en contournant la surveillance, ou bien avait choisi sciemment d'accoucher ou d'abandonner cet organe en pleine nature. Nous n'avons jamais eu de réponse définitive. Aucun rapport officiel n'a donné d'explication sur ce qu'était vraiment ce tas de chair, ni sur la raison pour laquelle il avait été déposé là. Et chaque fois que j'y repense, je revois cette image incongrue d'un t-shirt imbibé, des pièces étalées au sol comme une offrande, et cette masse rouge qui ne ressemblait à rien de connu. Une collègue m'a raconté qu'elle avait travaillé un certain temps dans un élevage de porcs. Elle expliquait que, presque chaque jour, elle avait l'impression de voir quelqu'un bouger à la limite de son champ de vision. Parfois, les planches d'inspection où l'on note l'état détruit semblaient avoir été remplies sans qu'elle ne s'en occupe elle-même, comme si quelqu'un avait pris la peine de vérifier ces animaux à sa place. Il lui arrivait aussi de trouver des choses rangées ou nettoyées alors qu'elle était persuadée de ne l'avoir demandé à personne. Tout cela donnait l'impression que quelqu'un l'aidait en douce dans son travail quotidien. Au fil du temps, elle a fini par se demander si elle ne devenait pas folle. Elle affirmait distinguer la silhouette d'un homme qui semblait l'observer ou se déplacer non loin d'elle. Troublée, elle en a parlé à d'autres employés, cherchant à savoir si elle était la seule à vivre ces situations étranges. Et c'est là qu'on lui a répondu d'un ton assez naturel qu'ils pensaient tous qu'il s'agissait d'un ancien employé du site. Ils ont précisé son prénom et ajouté calmement qu'il était décédé chez lui quelque temps auparavant. Le plus étrange, c'est que le reste du personnel avait lui aussi déjà aperçu cette silhouette, chacun à sa manière, et pourtant aucun d'eux n'en faisait vraiment cas. Ils avaient fini par l'accepter comme une présence habituelle du lieu, une sorte de collègue invisible qui continuait son travail après la mort. Cette manière banale d'en parler renforçait encore plus le malaise de mon amie, qui se rendait compte qu'elle n'était pas folle, mais qu'elle travaillait bel et bien dans un endroit où tout le monde cohabitait avec ce souvenir vivant, silencieux et persistant d'un homme disparu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.